Bienvenue à tous. Jamais la situation ne s'est montrée aussi préoccupante. Le monde entier connaît une véritable crise de l'eau. Entre 2 et 3 milliards de personnes vivent des pénuries d'eau et cela pourra même s'aggraver. L'ONU tire la sonnette d'alarme et appelle à la mobilisation pour relever le défi. Nous évoquons le sujet sur ce plateau avec Flavien Ayafort. Vous êtes spécialiste des questions liées à la gestion intégrée des ressources en eau et aussi liées à l'assainissement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan, bonjour à vous, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors Monsieur Ayafort, 2 milliards de personnes dans le monde encore privées d'eau potable et plus de 3,6 milliards de personnes qui manquent d'installations d'assainissement. Que vous inspirent ces chiffres ? Oui, ces chiffres nous inspirent une faillite collective, un échec collectif, parce que à 7 ans de l'échéance des objectifs de développement durable, vous venez de le dire, ça suppose que 25% de la population mondiale doivent aller chercher de l'eau dans des marigots, des étangs et s'exposer à des maladies. Près de 50% de cette population mondiale doivent aller aux toilettes dans la rue, dans la brousse, dans les buissons et s'exposer également à l'insécurité, notamment les femmes et les jeunes filles qui sont agressées. Cela veut dire qu'il y a aujourd'hui près de 22% de la population mondiale qui se soigne ou qui traitent des gens dans des hôpitaux, dans des installations sanitaires qui ne sont pas équipées d'eau potable et d'infrastructures d'assainissement. Ça veut dire que les pauvres, les plus vulnérables seront davantage affaiblis, y compris économiquement, parce que cette crise va entraîner une augmentation du prix de l'eau, des conflits, des tensions. Et donc, il faut dire qu'à 7 ans de l'échéance des objectifs du développement durable, qui veut pour l'accès à l'eau potable atteindre un accès universel, tout le monde a accès à l'eau et à l'assainissement, mais les chiffres que vous venez de dire nous disent que pendant 13 ans, on n'a pas su avancer significativement et donc c'est une faillite collective et un échec collectif. Alors, l'ONU tire la sonnette d'alarme et parle même d'un risque d'explosion par rapport à la crise de l'eau. Alors, et convoque une conférence, une première en 46 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mobiliser pour relever le défi, comment gagner le pari? Oui, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous l'avez dit, ça fait près de 50 ans après la première conférence sur l'eau qui s'est tenue en 1977 en Argentine. Et bon, ce n'est que de bonnes guerres parce qu'on suppose qu'on a pris conscience de la gravité de la chose, parce que la crise est là et elle va aller grandissante parce que bon, la question de l'eau va se poser davantage. Et donc, on espère surtout que des résolutions concrètes vont sortir de cette rencontre-là et que ce ne sera pas une rencontre de plus avec de belles décisions sur les papiers, mais rien de concret sur le terrain. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, il nous faut passer à l'action. Alors, on parle de la destruction du cycle hydrologique avec notamment la surexploitation et la pollution de nos ressources en eau. Comment l'expliquer ? Oui, en fait, dans le cycle de l'eau, il y a une phase qu'on appelle la phase de stagnation dans les réservoirs naturels, que ce soit l'atmosphère, les cours d'eau, les lacs, les nappes souterraines. Et donc, dont le temps varie. Donc, dans l'atmosphère, c'est environ 8 jours. Dans les cours d'eau, c'est quelques jours. Dans les lacs, c'est 17 ans. Dans les nappes, c'est quelques jours à plusieurs milliers d'années. Et donc, au cours de cette phase-là, s'il y a une surexploitation, ça veut dire que le cycle de l'eau est altéré parce qu'il y a cette phase de stagnation et après l'eau va continuer le cycle pour rejoindre les océans et les mers et
l'évaporation, condensation, précipitation et le cycle continu. Du coup, à un moment où il y a surexploitation, ça veut dire que la quantité d'eau qui devait rejoindre les mers et les océans ne sera plus la même chose. Et donc, derrière l'évaporation, ainsi de suite, donc le cycle sera altéré à un niveau. Après, il faut aussi dire que l'élément principal qui impacte le cycle de l'eau, c'est surtout les sécheresses, parce que ça empêche le renouvellement des réservoirs. Il ne pleut plus, donc voilà, les réservoirs ne sont plus renouvelés, mais la demande en eau ne cesse de croître. Donc c'est surtout ça, mais évidemment, la surexploitation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, altère quelque part le cycle normal de l'eau. La pollution aussi altère surtout la qualité de l'eau. Qu'est-ce qui provoque cette pollution? Ce sont les usages. L'agriculture, par exemple, avec l'utilisation des engrais chimiques. Les usages domestiques, parce qu'il faut dire que la plupart des eaux usées domestiques, les bouts de vidange sont rejetés dans la nature sans aucun traitement. Et donc, ça veut dire que ces éléments rejoignent d'une manière ou d'une autre les eaux de surface ou les eaux souterraines par infiltration. Et donc, il y a cette pollution-là, mais l'agriculture en est grandement responsable avec l'utilisation des engrais chimiques, des pesticides et tous les intrants chimiques qui sont utilisés. Alors, Monsieur Yafor, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire et même la sécurité énergétique préoccupent la communauté internationale. Dans quelle mesure sont-elles subordonnées à la sécurité de l'eau? Oui, en fait, l'agriculture, c'est 72% des prélèvements d'eau au niveau mondial. C'est le secteur qui utilise le plus d'eau. Après, les services d'eau potable, donc dans les ménages, dans les administrations et autres, là, c'est 16% de prélèvements. Les industries, c'est 12% des prélèvements mondiaux, donc y compris la production énergétique et autres là. Et aussi, il faut dire que chaque année, il y a 1,4 million de personnes qui décèdent dues aux maladies liées à l'eau, qui peuvent d'ailleurs être évitées. Et c'est 74 millions de personnes dont les espérances de vie est diminuée à cause de l'eau. Donc c'est pour dire en fait que tous ces différents secteurs-là sont d'une manière ou d'une autre reliés à l'eau. L'eau est au cœur de tous les développements. Du coup, lorsqu'on a une insécurité en eau, ça veut dire qu'il y aura plus d'eau pour l'agriculture, il y aura plus d'eau pour l'élevage, et il y aura plus d'eau pour les industries. Et donc, ça veut dire que ces différentes activités qui contribuent au développement humain, économique des hommes et des pays sera affectée. Donc, l'eau est vraiment au cœur de tous les développements. C'est pour ça qu'elle est qualifiée de ressource multidimensionnelle, multifonctionnelle. Et voilà. Alors, comment arriver à placer l'eau au premier rang des priorités dans un contexte de réchauffement climatique? Déjà, je dirais qu'il faut inscrire le droit à l'eau dans les constitutions. Le droit à l'eau a été reconnu par l'Assemblée générale des Nations unies à travers une résolution, et il a été demandé expressément aux États d'inscrire ce droit-là dans leurs différentes constitutions. Aujourd'hui, le constat est que presque tous les pays ne l'ont pas inscrit. Et ensuite, il faut financer le secteur de l'eau. Aujourd'hui, oui, c'est le secteur qui manque le plus de financement, aussi bien au Togo que dans d'autres pays. Il faut aussi accentuer la coopération autour de l'eau, parce que les questions de l'eau ne peuvent plus être traitées indépendamment des autres secteurs. On l'a dit tout à l'heure, l'eau est au cœur de tous les autres secteurs. Et donc, on ne peut pas définir des objectifs liés à l'eau sans définir ou bien sans associer l'agriculture, l'industrie, la santé, l'énergie, etc. Donc, il faut plus de coopération. Il faut respecter les engagements qu'on prend, aussi bien au niveau local. Enfin, il y a des conventions que les différents États signent sur la gestion des eaux, sur le financement, sur les budgets, mais qui ne sont pas généralement toujours respectés. Et pour finir, il faut aussi la coopération. Nord-nord, nord-sud, sud-sud, en matière de transfert de technologies, de compétences, parce que la crise de l'eau est là, la population augmente, les ouvrages qui sont utilisés hier ne sont plus ce qui doivent être utilisés aujourd'hui, parce qu'il y a aussi la question d'inclusion et autres là qu'il faut prendre en compte. Et aussi, il faut partir de la base, parce que
je pense qu'il est dépassé de prendre des décisions à l'échelle internationale, de vouloir venir l'imposer au niveau local. Il faut plutôt aller dans le sens contraire, partir du niveau local, remonter vers le sommet et donc prendre les différents avis pour que dans la mise en œuvre, tous les acteurs puissent se retrouver dans ce qui est décidé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que il faut comprendre que la réalisation de nos objectifs de développement durable passe par l'eau? Naturellement, on vient de le voir dans mes interventions précédentes. En fait, il faut dire que tous les ODD sont liés d'une manière ou d'une autre à l'eau. Lorsqu'on prend la réduction de la famine, pour réduire la famine, il faut déjà produire, il faut éviter l'insécurité alimentaire et pour produire, il faut de l'eau pour l'agriculture. Quand on prend l'égalité du genre ou bien voilà l'accès aux droits des femmes, aujourd'hui 9 sur 10 des corvées d'eau sont réalisées par des femmes ou des filles. Et donc ils perdent des heures qu'elles peuvent consacrer à leur activité économique ou bien à aller à l'école pour aller chercher de l'eau. Et déjà, cette recherche d'eau les expose à l'insécurité. Il y a l'exemple du Burkina récemment où une cinquantaine de femmes ont été capturées parce qu'elles allaient chercher de l'eau. Donc, ça veut dire que pour atteindre cette égalité-là, il faut passer par l'eau. On parle de ville durable. On ne peut pas parler de ville durable si on ne dispose pas d'eau dans nos maisons, à côté de nous, etc. Donc, pour dire que l'eau est au cœur de tous les autres ODD. Si je prends l'ODD 16 qui parle de la paix, autre là, aujourd'hui, l'eau est au cœur de beaucoup de conflits, beaucoup de tensions. Quand on prend le Nil, aujourd'hui qui est partagé entre l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan, etc. Les conflits autour du bassin du lac Tchad, notamment. Voilà, les conflits autour du bassin du lac Tchad, au niveau au Proche-Orient, entre la Palestine et l'Israël. L'eau est devenue un élément à part entière dans les guerres, dans les conflits. Donc, pour retrouver la paix, il faut déjà chercher à mieux coopérer autour de l'eau. Alors, les chiffres sont quand même effroyables. Plus de 2 milliards d'individus dans le monde qui manquent d'eau. Est-ce que ça veut dire que nous avons franchi les limites planétaires de l'eau? Je dirais pas forcément. Oui, c'est vrai qu'il y a les sécheresses qui impactent fortement le renouvellement de la ressource. Il y a aussi donc le stress hydrique qui apparaît dans de plus en plus de pays où les gens n'ont plus vraiment l'eau dont ils ont besoin pour satisfaire leurs besoins. Mais je dirais aujourd'hui, la question qui se pose le plus, c'est une question de gestion. Parce que il faut que déjà ce dont nous disposons, nous puissions la gérer de façon plus efficace. Et cela suppose que même nos petits gestes dans nos maisons, laisser les robinets fuiter, laisser les robinets ouvertes quand on se brosse les dents, ne pas signaler les fuites d'eau, les casses de tuyaux. Enfin, c'est de petits gestes qui entraînent aujourd'hui à la pénurie d'eau. Et donc, il faut déjà qu'on résolve ce problème d'accès, de gestion, avant en résolvant ce problème, on va résoudre d'une manière ou d'une autre aussi les problèmes de pénurie qui peuvent se poser. Certes, il y a les changements climatiques qui vont affecter, mais le peu dont on dispose déjà, il faut qu'on la gère mieux. Monsieur Ayafor, la communauté internationale, on le sait, a enregistré beaucoup de résultats grâce aux négociations, notamment sur les océans, la biodiversité, le climat, mais il n'y a pas de traité pour l'eau. Alors, comment expliquer ces lacunes quand il s'agit de la question de l'eau? Oui, il faut dire que peut-être l'eau n'a pas toujours été une priorité. Parce que, bon, on suppose que 70% de la Terre est composée d'eau. Donc, voilà, dans l'imaginaire collectif, ce n'est pas l'élément qui doit normalement le manquer. Et donc, ça n'a pas toujours été la priorité. Et je dirais aussi que la question de l'eau est assez complexe parce que, comme on le dit, l'eau est au cœur de plusieurs secteurs. Donc, qui veut parler de traiter de l'eau doit impliquer les différents autres secteurs, ce qui n'est pas toujours aisé quand les intérêts économiques rentrent en jeu. Mais je dirais aussi qu'il y a quand même des conventions plus ou moins spécifiques
Il y a depuis 92 la Convention de Genève sur les cours d'eau et les lacs internationaux, auxquels tous les pays n'ont pas adhéré. C'est vrai que avec la crise actuelle, ça change. Les pays adhèrent de plus en plus à cela. Mais oui, il n'y a pas un traité spécifique. Mais cette convention apporte beaucoup de solutions à la question de gestion de l'eau. Donc, je suppose qu'aujourd'hui, avec cette prise de conscience au niveau international, mais aussi au niveau local, la question de l'eau va se poser davantage au cœur des discussions, parce que quand on prend les organes des Nations Unies, l'ONU Eau n'a pas autant de pouvoir, comme l'OMS, comme la FAO, n'a pas autant de ressources, comme ces organisations-là. Donc, il va falloir aussi réfléchir à cela pour que l'on puisse accorder un certain poids à la question de l'eau. Alors, très rapidement, comment faire en sorte que l'eau soit regardée non seulement comme un défi, mais plutôt comme un vecteur de solution pour stimuler partout les investissements dans ce secteur? Il faut améliorer la gestion de la ressource. Et puis, il faut impliquer tous les acteurs. Il faut que tout le monde participe à la résolution de la problématique. Et il faut que tout le monde soit présent, tout le monde donne son avis. Il faut que tous les secteurs soient associés. Donc, c'est ce que je peux dire. Et il faut aussi que on puisse poser des actes concrets, des actions concrètes sur le terrain. Il faut poser des actions concrètes, c'est votre appel, Monsieur Flamé Ayafor. Vous êtes spécialiste des questions liées à la gestion intégrée des ressources en eau et aussi liées à l'assainissement. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.